Alors, depuis le 28 juillet, la RDC a lancé la vente de 27 blocs pétroliers, mais aussi 3 blocs gaziers. Et les environnementalistes s'opposent à ce projet, les alertent au sujet des conséquences catastrophiques de projet sur la communauté locale, mais également la biodiversité et le climat mondial. Et pour en parler, nous aurons sur ce plateau Monsieur John Didrik Madimba, qui est un pétrolier. Bonjour, Monsieur John. Bonjour, monsieur. Et nous aurons également un environnementaliste, Monsieur Bertin Bouya, qui est ministre de l'Environnement à l'UNIKIN. Bonjour, Monsieur Bertin. Bonjour, Monsieur le journaliste. Alors, Monsieur Bertin, quelle lecture faites-vous sur la décision du gouvernement sur la vente aux enchères des 27 blocs pétroliers? La lecture que je fais, c'est d'abord un sentiment de satisfaction lorsque le gouvernement pense exploiter les ressources pour le développement de notre pays, parce que nous sommes peuple, nous avons besoin du développement. Les ressources sont faites, sont créées dans nos écosystèmes pour être exploitées. Et personnellement, pas d'abord en tant qu'environnementaliste, en tant que peuple congolais, je suis très content du fait que le gouvernement pense disponibiliser les blocs pétroliers et pourquoi pas gaziers pour qu'on les exploite. Et en exploitant, il y aura certainement de l'emploi qui sera créé pour nous les Congolais, mais aussi il y aura, si la gestion elle est assise, il y aura une manière de booster l'économie nationale. Et pour moi, je suis très content. Mais sur le plan environnemental, c'est un clignotant. Nous sommes en train de voir parce que ces exploitations portent atteinte vraiment aux écosystèmes, à la biodiversité, au climat. Et donc, nous avons ouvert les yeux pour voir. Mais de toute façon, nous sommes équilibristes. Alors, vous êtes équilibriste, Monsieur John Didrik, et c'est une opportunité pour la RDC, la vente de 27 blocs pétroliers. Oui, une opportunité. Je commence par saluer l'esprit intellectuel qui anime le camarade en face de moi. L'esprit intellectuel, parce qu'il ne faudrait pas oublier que les richesses du sous-sol, aujourd'hui, les richesses du sous-sol, partant de la géologie de la République démocratique du Congo, sont des éléments susceptibles de créer une croissance économique. Ça, c'est une évidence. Ce sont des éléments susceptibles de créer une croissance économique. Le reconnaître, comme il est dit, c'est encore très bien. Mais ici, durant cette émission, nous allons toujours faire une étude parce que je ne serai pas dans la peau des défenseurs d'une manière aveuglée des pétroliers. Mais ici, nous croyons que cette mise en valeur des différents blocs, surtout le bloc gazier, ce sont des éléments qui entraînerait dans des conditions normales une croissance économique. Mais il ne faudrait pas ici oublier que la conservation de la biodiversité a aussi de l'incidence, parce qu'on peut aujourd'hui bien parler de l'économie verte, c'est encore possible. Donc ici, nous allons ensemble avec le camarade environnementaliste démontrer la position médiane que le gouvernement doit prendre, parce qu'il y a des places où quoi qu'on en soit pétrolier, l'intellectualisme oblige que l'on fasse marche arrière. Hein? Il y a des places où l'intellectualisme oblige même, et je saute un peu pour parler là où il y a des blocs, les blocs pétroliers proches de Tourbière. Oui. Ça gêne. Et c'est très difficile d'avoir une pensée claire. C'est très difficile de défendre. Donc, la conservation de la biodiversité ne veut dire pas de laisser la République dans le pétrin. Non, ou bien ne veut dire pas que la République n'aura pas de revenus avec la conservation. Parce que la conservation de la biodiversité entraîne aussi des revenus. Il faut aussi trouver la manière de concilier les deux impératifs. Parce que le pétrole, qui est une richesse aujourd'hui, ne laissera pas demain. L'exemple, c'est le charbon. Jadis, c'était une manne très précieuse. Mais avec le temps, quand le pétrole est venu, le pétrole est surplanté. Donc, c'est dans cette optique que nous allons essayer de réfléchir. Alors, Monsieur Bertin Bouya, plusieurs ONG environnementalistes se plaignent que la biodiversité sera menacée. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. C'est vrai parce que quand on parle de l'exploitation pétrolière, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des réchauffements et changements climatiques. Ça, nous ne pouvons pas ignorer. Nous sommes à l'ère de la croissance démographique où les enjeux environnementaux deviennent de plus en plus énormes. Mais au-delà, nous avons compris, les scientifiques en général, que le bien-être de l'homme n'est pas seulement basé sur les liqures, n'est pas seulement basé sur l'argent. Le bien-être, c'est un ensemble de tous les paramètres vitaux
notamment l'équilibre que l'homme a vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la biodiversité, vis-à-vis de l'eau et vis-à-vis des forêts, de l'air, etc. Aujourd'hui, nous parlons de l'exploitation pétrolière, donc de vente de blocs pétroliers. La crainte que nous avons en tant qu'environnementaliste, en tant qu'écologiste, en tant qu'ONG, parce que de l'autre côté, je suis aussi le président de la jeunesse, la société civile environnementale ici dans notre pays. La crainte que nous avons, c'est le fait qu'on exploite ce pétrole en ne respectant pas les normes environnementales. Aujourd'hui, je me suis quand même renseigné sur le sujet. Il existe des méthodes qu'on peut utiliser pour exploiter le pétrole en minimisant les impacts sur l'environnement. Pour moi, en tant qu'environnementaliste, en tant que patriote, c'est ça la procédure. Parce que s'il ne faut pas l'appliquer, l'exploitation pétrolière et gazière émet beaucoup de pollution dans l'atmosphère. Quand je parle de ces pollutions, je vois directement les gaz qui sont émis. Et dans ces gaz, il y a d'abord ces gaz qui peuvent constituer une pollution vis-à-vis de l'environnement le plus proche, vis-à-vis de là où on va creuser. Ça peut être la forêt, ça peut être dans l'eau. Et il y a d'abord des gaz qui, tout autour, peuvent envahir cet écosystème et causer du tort à la biodiversité qu'il y a là-dedans. Mais il y a aussi des rejets liquides qui peuvent ruisseler à la surface en détruisant la flore, pourquoi pas les habitats de la faune, et ça laisse à désirer. Mais en dehors de la biodiversité tout autour, il existe ce qu'on appelle les gaz à effet de serre qui sont émis aussi en grande quantité lors de l'exploitation pétrolière, notamment les CO2, donc le dioxyde de carbone. Il y a le méthane, ce sont les hydrocarbures. Le méthane, ça provient aussi de là. Il y a les oxydes de soufre. Les CO2, c'est les gaz à effet de serre les plus rémanents, donc qui durent longtemps dans l'atmosphère et qui est même responsable du phénomène de réchauffement climatique actuel avec toutes les conséquences liées à cela. Et lorsqu'on exploite le pétrole, il y a tous ces gaz qui sont produits. Et ces gaz, en dehors du CO2 et du méthane, qui sont des gaz à potentiel de réchauffement élevé comme le méthane, qui réchauffe plus l'atmosphère et même 21 fois plus que les dioxydes de carbone, il y a les oxydes de soufre qui, en se mélangeant avec certains composants de l'atmosphère, peuvent créer même des pluies acides tout autour de là où il y a l'exploitation pétrolière. Je crois que l'ingénieur pétrolier ne va pas me contredire. Ce sont les craintes que nous avons. Mais la question que je me pose en tant qu'équilibriste, en tant qu'environnementaliste, est-ce que c'est cela pour autant qu'on ne doit pas exploiter notre pétrole? La réponse est non. Nous devons exploiter. Et d'ailleurs, je veux rajouter une question. D'ailleurs, le porte-parole du gouvernement lors du debriefing il a garanti que les études ont été menées et qu'il n'y aura pas empiètement sur les aires protégées. Il a garanti ça. Le porte-parole du gouvernement, excusez-moi, je n'entre pas dans le débat politique, c'est un politicien. Non, ce n'est pas un débat politique. C'est un politicien. Les politiciens, ils ont leur langage, ils ont leur manière de parler. Mais moi, en tant que militant pour la protection de l'environnement, les mots ne suffisent pas. La personne peut te dire, j'ai tes 1000 francs pour te donner demain matin. Il te confirme, mais tu viens demain matin, il n'y a pas ces 1000 francs. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour nous, en tant que militants pour la protection de l'environnement, promouvant aussi le développement de notre pays, nous voulons de preuves. Vous savez qu'il y a de ces militants-là qui, jusqu'à aujourd'hui, sont convaincus qu'il n'y a pas des études qui ont été faites. Si, dans notre pays, je prends un exemple simple, il existe une structure qu'on appelle l'ACE, l'Agence congolaise de l'environnement, si je ne m'abuse pas. Oui, c'est ça. Ah oui. Qui s'occupe des études d'impact environnementaux et sociaux avant l'exécution d'un quelconque projet. Cette agence est là pour minimiser les impacts que chaque projet devrait avoir dans le futur sur l'environnement. Donc, elle met des garde-fous. Pour que vous voulez construire, par exemple, un immeuble. Mais avant de construire cet immeuble, est dans un quartier où la nappe phréatique n'est pas profonde. Quels sont les matériaux que vous devez utiliser? Quels sont les outils que vous devez utiliser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les nuisances sonores? Donc des sons vis-à-vis de la population environnante. On met en place ces dispositifs-là. Mais il existe jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas dans les provinces. À Kinshasa, des infrastructures mises en place sans étude d'impact environnemental et social. De l'ACE qui est une institution de l'État.
C'est ce qui nous laisse à réfléchir si vraiment les études ont été menées dans des provinces où on devrait exploiter le pétrole, alors qu'ici à Kinshasa, il existe certaines actions qui sont menées sans études d'impact environnemental et social. Pour moi, je n'encourage pas le gouvernement de demeurer dans cette optique. Mais simplement, c'est l'ère de relever les défis. Si hier, ces techniques n'étaient pas privilégiées, si hier, l'étude d'impact environnemental n'était pas privilégiée, on devrait le faire. Mais quand les gouvernements nous garantissent que les études ont été déjà faites, il faudrait que nous ayons de preuves. Mais au-delà, il faudrait que nous voyions le mouvement. Nous sommes la communauté des environnementalistes. À l'UNIKIN, c'est la première université qui forme les environnementalistes du pays. Je n'ai pas encore vu un engouement au département des sciences de l'environnement où on recrute des environnementalistes qui seraient en train de suivre de près la situation de l'exploitation pétrolière dans les 27 blocs pétroliers qui sont déjà mis aux enchères par le gouvernement de notre pays. Ce n'est pas forcément parce qu'on cherche de l'emploi, mais exactement ça doit être fait comme cela pour garantir la protection de l'environnement lors de l'exploitation pétrolière. Certainement, peut-être mon frère pétrolier, il est étonné de comment j'aborde le sujet parce que beaucoup de pétroliers pensent que nous, environnementalistes, nous sommes contre l'exploitation. Il y a des problèmes. Alors que moi, je pense que exploiter le pétrole dans notre pays ou pas, nous continuerons toujours à utiliser le pétrole d'ailleurs. Si ailleurs, dans notre pays, il y a des technologies aujourd'hui adaptées pour minimiser les impacts environnementaux, nous aussi nous pouvons le faire. Je crois que la réponse à votre question directe est que nous n'avons pas vu un grand nombre d'environnementalistes s'impliquer dans cette affaire de blocs pétroliers en termes de que c'est ça la politique que les gouvernements ont mise en place. Le gouvernement a recruté autant d'environnementalistes pour différents blocs pétroliers, en vue de suivre de près ces études qui sont menées pour que nous ayons une garantie de comment les choses vont être faites en respectant les normes environnementales. En commençant d'abord par la prospection, parce que je crois que dans beaucoup de blocs, la prospection n'a pas été faite. Il y a juste des soupçons et la prospection, ça pollue aussi les milieux. Donc, il faudrait qu'il y ait des gens qui s'y connaissent dans le secteur pour suivre de près la situation en dehors des discours que moi je peux parler ou que le gouvernement peut parler. Nous avons besoin de preuves. Et les preuves, il faut de personnel qualifié pour nous authentifier ce que le gouvernement dit. Alors, merci M. Bertin. M. John Didrik, il y a encore de crainte du côté des environnementalistes. Est-ce que vous pouvez, puisque l'État a garanti qu'il y a eu des études, est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui qu'il y a eu des études? Oui, il y a eu des études d'impact environnemental. Je parlerai ici du bloc 3, du bloc 4, du bloc 5, du Graben Albertine. Le Graben Albertine, c'est entre la province de l'Ituri, à partir plutôt de la province de l'Ituri jusqu'au site Kivu. Il y a des études d'impact environnemental. La preuve en est, il faut suivre le compte rendu le 28 juin 2018. On vous parle de la déforestation, on vous parle de... C'est une aire protégée au sein du parc des Virunga. Il y a les 3 blocs qui vont du territoire de Urumu, le territoire de Beni et le territoire de Rutshuru. Le bloc 5, le bloc 4 et le bloc 3 n'a pas été placé en appel d'offres. Vous constaterez qu'on vous parle d'une désaffectation de 21,5 par le gouvernement. Et je vais y arriver. Je suis d'abord du point de vue général, lorsque les camarades parlent de l'exploration et prospection. Oui, aujourd'hui, il y a des techniques qui facilitent l'exploration et la prospection sans beaucoup polluer. Parce qu'il ne faudrait pas... Bon, la démarche aujourd'hui avec l'exploitation pétrolière n'est pas une démarche qui consiste à ne pas polluer, non. Mais il y a eu atténuation de la pollution. Exemple, aujourd'hui, on utilise des méthodes appelées acquisition sismique. La méthode appelée acquisition sismique consiste à envoyer les ondes dans l'eau et attendre le retour de ces ondes en surface. Et partant de ces ondes, on va estimer, vous comprenez, on va estimer la profondeur et le contenu du pétrole dans l'eau. Vous voyez cette méthode? Aujourd'hui, il y a de nouvelles méthodes. Pour parler de l'exploitation du pétrole, on parle, aujourd'hui, vous avez parlé de la pollution du dioxyde de carbone, qui est le gaz le plus incriminé. Et d'ailleurs, le dioxyde du carbone... C'est pas le plus incriminé, c'est ça la vérité. Attendez. Le dioxyde du carbone est en grande partie dans l'exploitation du pétrole, en grande partie. Les environnementalistes se basent sur un fait, le fait de l'exploitation archaïque des Mwanda. C'est déploré. Aujourd'hui, il y a possibilité, partant de méthodes de captage, stockage et valorisation du dioxyde de carbone. Je ne sais pas si le camarade, vous avez entendu parler, la méthode de captage,
stockage et valorisation du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est utilisé dans l'industrie cosmétique. Vous n'avez encore pas de la pollution. Et la déforestation, parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Mais il faut mesurer la proportion des œufs cassés, la proportion de la casse. C'est ça, par rapport aux revenus. Je parle de la déforestation. Aujourd'hui, la déforestation sévit. La preuve, il faudrait voir des dépôts de Makala, des braises à Kinshasa. Ça prouve d'ailleurs les rapports, quand vous lisez le rapport du CEAC, lorsqu'il y avait l'élaboration des ODD. Parce que les objectifs du millénaire, lorsque ça a été conçu en 2000, si je ne me trompe pas, les objectifs du millénaire, on avait compris que l'Afrique n'avait pas participé activement. Il y avait une faible représentation. Les Nations Unies, ensemble, ont soumis l'Afrique à la composition des ODD, des objectifs du développement durable, en vue de répondre au problème africain. On constate que la desserte en électricité en Afrique de moitié du Congo est faible, n'avoisine même pas 12%. Donc, si cette desserte en électricité est faible, ça veut dire que les populations vivant dans les zones non urbaines vivent de la déforestation. Le taux de déforestation est élevé. Mais pour pallier au taux de déforestation, vu que l'électricité n'arrive pas à satisfaire toute la population, la production pétrolière peut compenser le déficit électrique en faisant quoi? En utilisant les gaz associés. Parce que dans l'exploitation du pétrole, quand vous êtes en Mwanda, l'exemple, l'illustration la plus parfaite, vous voyez, même quand il pleut, il y a du torchage. Ça brûle comme ça. Et il y a une forte émission de gaz. On peut récupérer ces gaz-là, n'est pas le brûler avec une nouvelle technologie. On récupère ces gaz, on le convertit pour faire fonctionner les turbines afin de produire l'électricité. Donc, même dans l'exploitation du pétrole, les gaz associés deviennent très importants. Voilà pourquoi le ministre des Hydrocarbures avait lancé, dissipé les travaux en vue de produire l'électricité à partir des gaz associés. Donc, parler encore de cette pollution. Donc, on va produire de l'électricité à partir des gaz associés. Ça, c'est la première des choses. Vous comprenez? On va accroître la desserte en électricité. Et quand on accroît la desserte en électricité, on va stopper la déforestation. Parce qu'il n'y aura plus raison de couper les arbres. D'ailleurs, quand l'exploration s'est faite, je parle ici avec preuve, il faut prendre l'exploration de Total. En 2016, Total, lisez. Parce que si je vous demande de lire les contenus, les documents du gouvernement national, vous allez jeter un discrédit, vous allez dire qu'ils ont majoré. Lisez Alerte Internationale, qui est une revue internationale. On parle de 3 millions pour 3 ans, contre une déforestation de 240 km. Dites-moi, dans les territoires des Oromo. Vous comprenez? Or, les territoires de Oromo, qui est sous cette action des différentes milices, on sous-entend clairement que la vie là-bas, c'est comme au Moyen-Âge. Il faudrait qu'on se le dise. Donc, dans le territoire de Oromo, il n'y a pas le courant. La population vit quoi? De la déforestation. Et c'est le parc des Virunga qui est en danger. Mais Total vient, il fait l'exploration sur 240 km et promet, et ne promet pas, mais déverse contre cette déforestation 1 million chaque année pour 3 ans. Et ces 1 million chaque année pour 3 ans ne peut pas stimuler le reboisement ailleurs. Parce que ça va stopper même la déforestation. Avec cette exploitation, elle va pallier à un problème. Vas-y, continue. Oui, cette exploration va pallier à un problème. Donc aujourd'hui, il y a possibilité de bien faire. Il y a possibilité de bien faire. Parce que les dioxydes de carbone, qui est plus simple, parce qu'il parle de... Vous avez là parlé du soufre, non? Mais le soufre dans le pétrole, c'est en combien de proportions? En de très faibles proportions. Mais il existe. Je ne vais pas ici nier, je ne parle pas de la non-existence. Mais je parle de la proportion d'existence du soufre par rapport au dioxyde de carbone dans le pétrole. Et pour arriver aux 3 blocs gaziers. Mais les blocs gaziers, je rappelle ici aux environnementalistes, ce n'est pas nous. C'est une imposition morale. Si on veut sauver, je vais prendre le cas du lac Kivu. Les gaz s'emmagasinent. Vous comprenez? Oui. Moi, j'ai fait l'expérience de la production du biogaz. Les gaz s'emmagasinent à longueur de journée. D'ailleurs, on ne peut pas discuter sur des faits comme l'exploitation gazière. L'exemple des Nyok au Cameroun, c'est une imposition. L'exemple des Nyok. Après le fait de s'emmagasiner, les gaz s'est emmagasiné et il y a explosion. Les gens sont morts tout autour du lac Nyok au Cameroun parce qu'ils ont été asphyxiés. Donc, si on ne produit pas les gaz, si le gouvernement n'arrive pas à produire les gaz, logiquement, ce sera une incompétence. Parce que les populations vivant au lac
au lac Kivu sont aujourd'hui en danger et seraient encore en danger avec l'accumulation. D'ailleurs, il faut voir l'exploitation gazière au Rwanda, qu'est-ce que ça a apporté. Est-ce que, M. John Dietrich, est-ce que toutes ces études, est-ce que vous avez associé les environnementalistes? Mais il y a aujourd'hui, il faudrait prendre celle qui chapeaute, la ministre de l'Environnement. Elle a tenu un point de presse. Il ne peut pas avoir, quand il y a certains, il ne peut pas avoir l'exploitation du pétrole sans une étude d'impact environnemental. Le gouvernement congolais n'est pas un gouvernement des idiots. Mais M. Bertin dit que ce sont des politiciens qui parlent. Oui, mais ici, le politicien, moi, je vous présente des éléments. Je vous présente des éléments et je vous présente même des documents où trouver ces éléments. Donc, le gouvernement est un gouvernement responsable. Le gouvernement est un gouvernement responsable. Il faudrait qu'on se le dise aujourd'hui. Il faudrait qu'on fasse une bonne étude de la situation géopolitique actuelle. L'Allemagne a fait recours. C'est vrai qu'on nous demande, nous avons un potentiel environnemental et nous devons garder notre potentiel, on doit sauvegarder l'écosystème. Oui, on doit sauvegarder l'écosystème. Mais il faudrait ici qu'à chaque fois que l'on aborde la question, voir combien cela va nous rapporter par rapport à l'exploitation. Donc il faudrait travailler dans le sens de réduire significativement les impacts de cette exploitation. Mais on doit impérativement produire parce que l'Allemagne aujourd'hui a fait recours au charbon. Donc le fait aujourd'hui que la communauté internationale s'acharne sur la République, c'est une forme du colonialisme. Même pour parler, je voudrais peut-être jeter par là, pour parler des écosystèmes qu'on doit sauvegarder, c'est contre quoi? La dernière COP, on doit donner 500 millions. Vous comprenez? Oui. Mais ici, nous avons fait une étude sur simplement le bloc du parc national des Virunga. Le Fonds mondial pour la nature vous dit que le parc national des Virunga ramène 48 900 000. Avec des dotations, beaucoup de dotations. Mais quand vous faites une étude minimale sur les recettes du pétrole, vous prenez le royalty, vous prenez les différentes taxes sur le pétrole, la différente taxation, sans compter la part de l'État, vous verrez, nous nous rendons compte clairement et simplement que les revenus issus de cette activité, les revenus minimaux, avoisineraient plus de 1,5 milliard. D'ailleurs, durant le régime de Matata Ponyo, le revenu pétrolier à une année, je crois au début, quand le budget était à 4 milliards, arrivait jusqu'à avec plus le gouvernement de Matata. Oui, arrivait à plus de 20% du budget des recettes internes, avec l'exploitation des bases, avec l'exploitation de gisements et de blocs dits matures, celui de Mwanda. Ce sont des blocs matures. Mais on a tenu ces niveaux, donc il y a possibilité aujourd'hui. Alors, M. Bertin Mbouya, vous avez compris que M. John Dietrich a présenté même des preuves. Et même la ministre de l'Environnement aussi était là pendant qu'on faisait les études. Et qu'en pensez-vous? Merci. C'est ça la nature de pétrolier. Je l'ai dit pour peut-être une petite correction. Certainement, quand vous étiez venu, c'était pour échanger avec l'environnementaliste qui met toujours les arbres, les gorilles en premier. C'est pas ça. C'est pas ça. Et généralement, beaucoup de pétroliers, quand j'échange avec eux, ils donnent l'impression de penser que nous sommes là pour manger les cornes des animaux. Il faut vraiment enlever ça dans la tête. Nous sommes les environnementalistes, ce sont des conservationnistes. Donc les personnes qui prennent l'exploitation, mais une exploitation qui respecte l'environnement, l'exploitation rationnelle. Je reviens sur ce que vous avez dit. Vous savez, ça fait mal quand on parle de l'environnement et qu'il n'y a pas d'environnementaliste. C'est comme ça que l'État ne gagne pas. Quand on parle des études d'impact environnementaux et que sur le terrain, vous arrivez, vous voyez que ce ne sont pas des environnementalistes qui mènent ces études. Je le parle à la télévision, ceux qui me suivent savent de quoi je suis en train de parler. Nous avons des bureaux qui sont remplis par des personnes qui ne sont pas du secteur. Et vous pensez que les résultats vont être bons, même quand ils mènent ces études? Non. Mais ce n'est pas leur faute parce que les sciences environnementales commencent maintenant à émerger. Moi qui vous parle, je crois, la 5e promotion environnementale qui sont formées à l'université. Je suis déjà presque à la fin. Mais la majorité de ceux qui se disent environnementalistes ne sont pas environnementalistes.
Et si quelqu'un qui n'a pas cette qualité fait l'étude d'impact environnemental et social, rassurez-vous, même s'il a suivi quelques formations en ligne et qu'on l'a envoyé les brevets, les résultats seront farfelus et ne vont pas participer au développement du pays. Et quand je parle du développement, je ne vois pas le développement seulement financier, je vois le développement durable. Un développement qui touche l'économie, le social et l'environnement. Je parlais des oxydes de soufre, vous avez voulu revenir sur ça. Je ne fais pas une contradiction, mais je vais éclairer l'opinion. Vous êtes pétrolier, vous savez que sur le plan chimique, la quantité, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la dangerosité de l'élément. Il y a des éléments qui sont en petite quantité, mais très dangereux vis-à-vis de l'homme, parce que sa toxicité ne dépend pas de sa quantité. Je prends l'exemple. Parmi les gaz à effet de serre, nous avons le plus abondant, c'est l'eau. C'est les gaz à vapeur d'eau. Mais cette eau-là n'inquiète personne. Parce que d'abord, un, ce n'est pas émis par les activités humaines, et de deux, parce qu'on n'a pas les mêmes propriétés que les autres gaz à effet de serre. Je parlais des oxydes de soufre dans les écosystèmes en craignant le plus acide parce que les oxydes de soufre sont accusés, pas accusés injustement. Scientifiquement, c'est prouvé que 80% des pluies acides du monde sont créées par les oxydes de soufre. Du fait que quand on les émet dans l'atmosphère, sous forme des dioxydes de soufre, en se mélangeant avec un oxygène, ça crée les trioxydes et que ces trioxydes, en mélange avec l'humidité, rentrent sous forme de précipitations acides et c'est dangereux pour les écosystèmes. On peut parler de l'argent, mais quand on n'a pas ces détails, c'est toujours dangereux parce que l'argent ne se mange pas. Alors, Monsieur Bertin. Je n'ai pas fini, si je peux, oui. Ouais. Donc, je ne voudrais pas que notre confrère, je peux appeler mon aîné scientifique, ne me prenne pas pour quelqu'un avec qui il va échanger de paroles comme si j'étais là pour contredire. Au contraire, tout ce que je vise, c'est l'équilibre. Il m'a précédé avec les solutions que le pétrolier met en place, mais je dois vous le dire que ces solutions-là sont les solutions des environnementalistes qui ont collaboré avec les pétroliers pour dire qu'au lieu de brûler ces gaz comme ça, on peut les valoriser en produisant de l'électricité, une électricité qui va justement participer à la réduction de la déforestation. Ça, c'est une solution du génie de l'environnement. Ça ne vient pas directement du pétrolier, bien que vous l'utilisez comme argument de défense. Parce que nous avons compris que l'exploitation pétrolière était en train d'affecter les écosystèmes. C'est comme ça qu'on a utilisé tout ce qui affectait les écosystèmes à les valoriser pour que l'affectation soit minimisée. Donc, vraiment, veuillez ne pas nous prendre dans cette casquette. Ne répondez pas aux environnementalistes qui ont dit que l'exploitation pétrolière détruit tout et il n'y a aucun avantage. Vous êtes fait face à moi, c'est lui qui vous dit que nous avons besoin de l'exploitation pétrolière pour nous développer. Mais l'exploitation ne devrait pas aller au-dessus des équilibres du milieu parce qu'en dehors du fait qu'on a de l'argent, il y a aussi les équilibres qu'il faut maintenir. Nous devons respirer. Et la respiration, c'est la forêt, vous ne devez pas le nier. Vous avez épinglé l'aspect des tourbières. C'est une inquiétude. Mais pour moi, ce que je sais que si nous avons en face de nous de pétroliers comme vous, qui prenaient l'équilibre en dehors de l'aspect économique, qui pensaient qu'en exploitant, nous devons respecter les milliers, alors n'exploitez pas seul. Vous devez être accompagné par des environnementalistes qui vont vous dire, chers frères, voici, nous voulons avoir le pétrole parce que nous en avons besoin, c'est notre pétrole. D'ailleurs, je vais épingler un point de vue que beaucoup d'environnementalistes ne partagent pas. Si nous n'exploitons pas le pétrole qui est dans le sous-sol congolais, il a parlé de l'ère de charbon, c'est déjà passé. Après un temps, là, nous allons entrer dans les énergies renouvelables. Notre pétrole va chômer, on n'aura pas. Voilà, ça c'est très ce bien. sera un manque à gagner. Voilà. Et d'ailleurs, du côté de Virunga, c'est un sol en mouvement sismique élevé. Oui, oui. Un jour, le pétrole risque d'affleurer sans qu'on l'exploite. Ça sera une pollution gratuite. C'est ça. Ouais. Et donc, moi, je ne partage pas ce point de vue de contempler les ressources pétrolières et gazières. Et vous avez parlé du lac Nyo, c'est ça, oui, au Cameroun. Le gaz est sorti et il y avait des gens qui sont morts. Oui, une pollution gratuite alors qu'on pouvait l'exploiter. Je suis d'accord avec ça. Mais que l'exploitation là respecte les normes environnementales. Et il n'y aurait pas de respect des normes environnementales sans les environnementalistes que nous sommes. Pas forcément parce que je plaide pour mon cas, parce que c'est ce qui doit être fait, parce qu'on n'exploiterait pas le pétrole sans le pétrolier, qu'on ne peut pas protéger l'environnement sans environnementalistes. Alors, la question était de savoir pourquoi vous ne faites pas
confiance au gouvernement, puisque même le ministre a déclaré que dans la cuvette centrale, les tourbières ne sera pas détruite, puisque toutes les études ont été menées pour qu'on protège même les tourbières. Qui ne fait pas confiance au gouvernement? Mais les environnementalistes. Non, non, non. Puisque j'ai suivi un qui a dit que ce n'est plus important. Aujourd'hui, les RDC s'est réveillé en retard, puisqu'on a migré maintenant vers le monde vert. Non, non. Dans la communauté des environnementalistes, il y a des gens qui ont de demi-informations. Okay. Il y a des gens qui sont utilisés. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent le luxe d'avoir de points de vue scientifiques, mais achetés. Okay. Donc, on l'achète pour mener une action, pour dire quelque chose qui n'est pas, au fait, dans la logique d'être dite, tout en oubliant certains aspects. C'est sur ce même plateau que je vantais les efforts de F. Bazaïba. Okay. Elle ne m'a pas payé. Parce que je vois que ces initiatives sont en train d'amener notre pays à un développement durable. Je l'ai dit ici. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le gouvernement, qui sont environnementalistes et qui soutiennent les initiatives de quiconque pose les actes durables, qui protègent l'environnement. Mais les côtés flous que nous n'aimons pas du gouvernement, c'est le fait qu'on nous garantisse des choses qui ne seront pas réalisées, qu'on nous garantisse des choses qui ne sont pas réalisables, qu'on nous garantisse des choses sur lesquelles nous voyons de flou des réalisations. C'est ce que nous refusons en tant qu'environnementalistes, en tant que protecteurs de la nature, parce qu'au-delà, nous connaissons que le bien-être, ce n'est pas seulement le billet. Geronimo a dit, c'était un Amérindien, un Apache, il a dit, quand les derniers poissons seront pêchés, la dernière rivière polluée et le dernier arbre sera coupé, alors l'homme saura que l'argent ne se mange pas. Simplement, ça veut dire que, en dehors du fait que nous avons besoin de l'économie, nous avons besoin de construire des routes, des bitumes, nous avons besoin de tout ce qu'il faut en passant par l'exploitation de ressources naturelles. Là, je vois aussi le pétrole. Nous ne devons pas oublier le fait que notre équilibre à nous, notre santé à nous dépend aussi de l'équilibre que nous avons vis-à-vis de cet environnement. Aujourd'hui, le monde porte les cache-nez parce que nous devons lutter contre la pandémie à Covid-19. Mais avant, en Chine, à Pékin, on portait les masques. Ce n'était pas pour lutter contre la pandémie, c'était pour lutter contre la pollution de l'air. Aujourd'hui, dans beaucoup de villes européennes et américaines, il y a ce que l'on appelle les indices Atmo, un indice atmosphérique. On évalue la qualité de l'air journalière. Donc, on se dit que les entreprises ont émis beaucoup de particules fines. Donc, pendant telles heures, comme il fera chaud, la réaction avec ces molécules peut engendrer une certaine pollution que il ne faut pas sortir ou il faut avoir de précautions pour ne pas être affecté par cette aspiration. C'est l'air qui est pollué, mais ils ont l'argent. Et cette pollution-là engendre des maladies dans leur corps qui n'arrivent pas à traiter. Il y en a même qui en succombent. Aujourd'hui, nous avons des cancers de peau. Beaucoup de formes de cancers sont nées. Ce sont les pollutions que nous-mêmes nous avons créées. C'est ce que nous avons utilisé pour se faire de l'argent, qui nous a créé des maladies et qui nous ont précipité la mort. Combien de gens meurent chaque jour à travers le monde à cause de la pollution de l'air? Des millions de personnes. Combien meurent à cause de la pollution de l'eau? Combien meurent à cause du sol pollué dans lequel on fait l'agriculture? Et après, on a l'argent, mais les gens tombent malades à cause du fait qu'ils ont mangé des produits intoxiqués par la surutilisation des engrais, des pesticides. Tout ça, ça ne nous inquiète pas, ça ne nous interpelle pas. Oui, nous avons besoin du développement, mais lesquels? Un développement durable. Un développement qui, même en gagnant paix, mais que l'on assure un environnement qui sera hérité par les générations futures et que cet environnement ne portera pas atteinte à leur santé. Je ne suis pas contre l'exploitation pétrolière, ni contre l'exploitation des autres minerais. Mais ce que je suis contre, c'est le fait qu'on privilégie ça au détriment de la protection de l'environnement. On devrait créer un équilibre entre comment nous devons faire de revenus. C'est ça même le développement durable. Un équilibre entre les sociales des populations, entre les aspects économiques et la protection de l'environnement. C'est comme ça qu'on aura un développement durable. Les pays européens qui ont exploité de ressources naturelles, ils ont pollué de l'argent, l'environnement. Ils ont eu l'argent, bien sûr, ils se sont développés. Aujourd'hui, ces mêmes pays décaissent des millions et des millions de dollars chaque année pour dépolluer les sols pollués. C'est pas un cercle vicieux, ça.
Il y a eu les développements, mais on continue à dépolluer les sols pollués, mais en même temps, en dehors du fait qu'on dépollue, il y a des gens qui ont été malades par ces sols pollués et qui en meurent tous les jours. Pourquoi l'homme serait aussi idiot jusqu'à penser à sauter détruire lui-même? Moi, je ne suis pas celui qui dit qu'il ne faut pas couper l'arbre. Il faut couper l'arbre en reboisant d'autres pour les générations futures parce qu'on en a trouvé. Oui. Il faut exploiter, mais en pensant aussi aux ressources alternatives. Simplement, c'est ce que je prône. Alors, merci M. Bertin. M. John Didrik, pourquoi directement on doit vendre 27 blocs? Pourquoi on ne pouvait pas aller petit à petit? Bon, c'est la mise, hein, l'appel d'offres. On a mis en valeur les différents blocs. Vous comprenez? On a mis en valeur les différents blocs. D'abord, ce n'est pas aujourd'hui que la souscription viendra et l'exploitation commencera sur tous les blocs. Là, il faudrait qu'on se le dise, ça prendra le temps. Vous pouvez avoir 25 articles dans votre magasin. Vous les mettez en valeur. Ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez 27 demandeurs. Vous comprenez? Oui. Donc, le coulement du produit prendra le temps que ça prendra. Donc, c'est d'abord ça la raison. Le coulement du produit prendra le temps que ça prendra. Je voudrais aussi dire ici, bon, pas seulement à lui, mais à tous les environnementalistes qui nous suivent, il y a possibilité, partant des revenus ici de l'exploitation minière, au sens large du terme, de migrer dans des économies vertes ou réfléchies. Il y a possibilité. Exemple, prenons l'hypothèse de l'agriculture. L'agriculture, c'est un domaine qui demande beaucoup de subventions. Il faudrait se souvenir des différentes rounds, comme l'irrégular round et consorts. Les débats qu'il y a eu autour de l'agriculture. Il faudrait qu'on se souvienne de ces éléments. Les débats qu'il y a eu autour de l'agriculture. Même lorsque Donald Trump est au pouvoir, il y a eu certaines restrictions. On se souviendra peut-être du blé brésilien. Vous comprenez? Parce que selon eux, ils estimaient qu'il y avait beaucoup de subventions dans ces domaines-là. Mais d'où est-ce que l'État aura cette subvention pour financer l'agriculture? Parce que nous devons migrer vers ce que je qualifie dans mes expressions textes simples, des économies soutenues. Vous comprenez? Comme l'agriculture. Mais où est-ce que l'État aura de l'argent? On se souviendra encore du problème de l'acier. Peut-être l'acier européen et américain. Donald Trump a eu à stopper l'acier européen et selon lui, il a fait comprendre que cet acier était subventionné. Mais où avoir l'argent pour subventionner? Même l'agriculture américaine, il y a des prêts pour la récolte, des prêts garantis pour la récolte, des prêts garantis pour à l'époque où on doit s'aimer. Vous comprenez? Maintenant, où est-ce que l'État aura les fonds pour garantir ces différents prêts? Il faudrait que l'État recourt à une de ses ressources. Le gouvernement, pour parler un peu politique, nous a promis ici la mise en place d'une banque agricole. Mais on ne doit pas continuer à être demandeur. On ne doit pas continuer à se tourner vers l'extérieur. Voilà pourquoi moi j'ai dit aux environnementalistes clairement que l'exploitation pétrolière n'aura pas pour conséquence ni le fait, non. Mais il y a possibilité d'atténuer contre les richesses qui nous accorderait des bases pour le futur. Parce qu'elle nous rapportera près de 2000 milliards de dollars. Oui, près de 2000 milliards de dollars. C'est-à-dire c'est minime. Parce que par rapport à 7 blocs et gaziers et différents blocs gaziers, ça, c'est 2 milliards de dollars, c'est insignifiant. Si vous prenez simplement, on parle de 500 millions à Mwanda. On parle de 500 millions. Maintenant, quand vous prenez le bloc pétrole de Mwanda, qui sont matures, donc je répète 2000 milliards de dollars. 2000 milliards, vous comprenez? Donc, avec les 2000 milliards, on peut mettre en place un mécanisme de reboisement. Avec les 2000 milliards, on peut mettre en place, parce qu'il y a possibilité. Le fait de se tourner vers le pétrole ne dit pas renoncer à l'environnement. Aujourd'hui, il y a l'avènement de la voiture Tesla, qui est une voiture électrique. Il y a l'avènement de la Nissan Leaf. Hein, d'Elon Musk. Ah, bon, voilà, il ajoute encore. Ou la Nissan Leaf, hein, L-E-A-F, je ne sais pas comment on les lit. Il y a l'avènement de ces voitures-là. Mais c'est différent aux voitures. Ils utilisent quoi? Ils utilisent des cobaltes. Ils utilisent le cobalt, le lithium, ajouté au manganèse. Vous comprenez? Est-ce que le fait d'exploiter le pétrole nous oppose à faire une économie verte? Non, on peut concilier les deux. Parce que nous avons non seulement un scandale géologique, mais aussi un scandale environnemental. Je crois bien plus de 60% des territoires congolais est constitué des forêts. Ça, c'est une richesse pour nous. Ça, c'est une richesse pour nous. Donc, nous avons aujourd'hui un élément de base pour parler de la transition énergétique qui n'est pas dérangé par l'exploitation. C'est le cobalt. Plus de 65%. Cobalt aujourd'hui. Le lithium se retrouve au lac Tanganyika. Le voiture électrique aujourd'hui. Donc la RDC doit profiter. Donc on peut dire que la RDC s'est réveillée en retard. Non. Puisqu'elle appelle le monde entier, soit la communauté internationale aujourd'hui,
et s'est engagée à une transition vers les énergies Mais vertes. la communauté internationale s'est engagée vers une transition énergétique. Cette même communauté internationale, je vous rappelle, les eurodéputés ont voté récemment, récemment une loi faisant du gaz et du nucléaire des énergies durables. Cette même communauté-là. Pourquoi? Parce que sans passer du pétrole, le problème avec le pétrole, c'est qu'il produit beaucoup d'alternatives. Le plastique, ça, c'est du pétrole. Si c'est du plastique, c'est du pétrole. Le pétrole produit beaucoup. Les goudrons, c'est les dérivés du pétrole. Donc aujourd'hui, le pétrole produit beaucoup. Que sans passer du pétrole prendra le temps. Mais ça peut arriver. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Les générations futures, ces générations doivent trouver la RDC restructurée. Oui. Doivent trouver la RDC important. sur le chemin du développement. Très Et bien. parler du chemin du développement, il y a des préalables. Le préalable, c'est quoi? C'est avoir des économies fortes. Comment avoir des économies fortes si l'on ne puise pas de notre sol d'une manière réfléchie? Voilà pourquoi je parle ici, dans l'exploitation du pétrole, on doit tenir compte des éléments polluants. On doit tenir compte des éléments polluants. La déforestation est une évidence si on veut produire le pétrole. Mais cette déforestation, il doit avoir une compensation. Parce que je vous parle des Total. Moi, je ne suis pas que dans l'aspect théorique, mais je vous rappelle le fait. Total a eu à déverser 3 millions, 1 million chaque année dans le territoire des Urumu. Et puis, certaines places, parlons un peu du parc national des Virunga à l'est du pays, mais ce parc est proche du coin d'Elisabeth. On nous dit que nous, on ne doit pas exploiter pour des raisons selon quoi, si on exploite, on va détruire l'écosystème. Mais les animaux n'ont pas un caractère sédentaire. Ils ne connaissent pas des frontières. À une certaine époque, ils vont en coin d'Elisabeth. Et puis, pour parler du lac Tanganyika, non, lac Édouard, le lac Édouard, le pétrole, c'est sous la même nappe qu'en Ouganda. Or, l'Ouganda a déjà lancé un appel d'offres depuis 2019. La pollution sur ces lacs, on dit que cette pollution a des répercussions sur les écosystèmes aquatiques, a des répercussions sur la production de la multiplication de poissons, a des répercussions sur cette multiplication de poissons. Mais ça a aussi des répercussions sur les eaux du bassin du Nil. On accepte, parce qu'on accepte cela. Mais si cette pollution venait de l'Ouganda, qui a une petite portion du lac, nous on a plus de 70% du lac, les répercussions seraient les mêmes. Vous comprenez? Oui. Les répercussions seraient les mêmes. Et si l'Ouganda produit, nous on ne produit pas, quel serait encore le repère? Donc ils peuvent passer parce qu'on est sur la même nappe et produire même notre pétrole, parce que c'est sur la même nappe. Vous comprenez la crainte? Oui. Et il y a aussi les caractères non sédentaires des animaux. Il y a des zones qui doivent être urbanisées. Il y a des zones où on doit créer l'emploi. Le pétrole, parce que l'avènement, il faudrait ici qu'on se dise, les politiques économiques, selon Keynes, toute économie libérale doit recourir au plein emploi, qui est l'une des priorités de l'État. L'une des priorités du gouvernement. Le plein emploi, c'est quoi? L'emploi. Créer de l'emploi pour les jeunes. Et le pétrole, non seulement peut donner de l'emploi, mais dans des parties en proie à l'insécurité, le pétrole peut résoudre le problème de l'insécurité en créant de l'emploi. Parce que les jeunes qui sont recrutés par les différentes milices, c'est parce qu'ils sont au chômage. Comme il y a un adage qui dit, l'oppression rend insensé le sage. Vous comprenez? Donc le pétrole peut résoudre même, la preuve année, là où il y a des multinationales partout au monde. Vous voyez la guerre persister. Donc au-delà de résoudre le problème de l'Est en érigeant un mur, on peut penser à intéresser les multinationales. Parce que généralement, ce sont eux qui manigancent les choses. Pour parler peut-être, je ne vois pas ici comment, dans certaines zones, le pétrole serait mal vu. L'exploitation du pétrole. Je vous parle ici peut-être du parc national des Virunga. Je vous parle. La déforestation sévit. Les différents groupes rebelles ont eu même à ériger les différents quartiers généraux au sein du parc. Mais l'exploitation du pétrole sera une occasion de mettre ces gens dehors. L'exploitation du pétrole sera une occasion d'arrêter avec la déforestation. Pour preuve, il y a eu beaucoup de projets avec le Fonds mondial Plan Nature pour stopper la déforestation comme des projets Makala. Pourquoi il y a eu ces projets? Parce qu'il y a un problème. La desserte en électricité pose problème. Et l'exploitation pétrolière vient répondre à ces problèmes. Très bien. Alors, Monsieur Bertin Douya, un mot de la fin pour changer de sujet. Les mots ici... Concernant le sujet. Concernant les sujets que nous parlons, je voulais d'abord revenir sur ce qu'il a dit, ensuite placer un mot de la fin.
Là, parler du lac Édouard, c'est ça, non? Oui, oui. Ou de l'autre côté de Ouganda, on exploite. Si nous, on n'exploite pas, J'ai dit, nous sommes sur la même nappe. même au nappe, lac, au lac que Édouard. la pollution peut aussi nous atteindre si on ne fait rien. Aussi, J'ai dit, s'il y a deux, je me répète, s'il y a le lac Édouard, nous sommes sur la même nappe que l'Ouganda. Et si l'Ouganda pollue, hein, l'Ouganda pollue bien, il y a marée humaine et marée noire, pardon. S'il y a marée noire, cette marée noire a de mêmes répercussions sur nous et sur les eaux du bassin du Nil. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, merci, c'est une pensée aussi noble. Mais d'abord, c'est notre lac. Nous ne pouvons pas accepter de le polluer parce que les autres sont en train de penser polluer, sauf dans l'esprit des citoyens du monde, parce que maintenant nous vivons l'ère de la mondialisation. Nous pouvons aussi interpeller à l'Ouganda d'utiliser les méthodes les moins polluantes possibles, en dehors du fait que nous aussi nous voulons exploiter notre Non, vous pétrole. n'avez pas compris. Je n'ai pas fini. Attendez, Je laissez-lui. n'ai pas fini. Parce que la protection de l'environnement, c'est comme les droits humains. C'est pas que parce qu'ils polluent que nous aussi nous devons polluer. Nous pouvons prêcher par l'exemple, mais l'objectif est que nous exploitions tous en minimisant notre impact sur l'environnement. En tout cas, je crois que nous sommes arrivés où nous devons arriver entre les environnementalistes et les pétroliers au sujet de ces blocs pétroliers. Tout ce que nous avons besoin, il a bien dit, je ne répète pas ce qu'il a dit, nous devons avoir ce fonds-là. Ici, de l'exploitation pétrolière, une exploitation qui, en se faisant, va respecter l'environnement, mais après avoir ici les subventions de cette exploitation, que nous migrons vers les énergies renouvelables. Très bien. Parce qu'on n'exploitera pas toujours le pétrole, ce sont des énergies non renouvelables, ce sont des ressources non renouvelables, mais en intelligence, comme il vient de parler, si nous exploitons le pétrole que nous avons des milliards, comme nous aimons bien le parler, et que nous investissons le milliard dans les ressources alternatives, notamment l'agriculture et autres, c'est tout ce que nous avons besoin. Et j'ai toujours dit à mes amis environnementalistes qui étaient aussi un petit peu pessimistes, leur dire que même quand on parle de la transition écologique, ne pensez pas que ce sont les autres qui vont nous donner ce que nous devons avoir pour transiter. Nous pouvons produire nos richesses ici pour nous permettre à transiter. Et lui, il a dit qu'au travers de l'exploitation pétrolière, de nos ressources naturelles, nous pouvons mettre en place des structures qui vont nous permettre à transiter écologiquement. Et je crois que c'est ce qu'il faut absolument soutenir. Les mots de la fin est que, en tant qu'environnementaliste, exploiter les ressources naturelles, c'est une nécessité parce que nous avons besoin du développement. Mais tout ce que nous prenons est que cette exploitation se fasse dans les normes environnementales. Et on ne peut pas parler de normes environnementales sans environnementalistes. Je crois que c'est le temps où le pétrolier doit se mettre à table avec les environnementalistes. C'est pas seulement parler des environnementalistes, les gens qui ne sont pas qualifiés. Des vrais pétroliers avec des vrais environnementalistes pour parler au sujet de l'exploitation en garantissant le bien-être des générations futures. Alors, M. John Didrik. Oui, je commence par répondre en disant que le lac Édouard n'est pas que le nôtre. Sur les 100%, nous possédons la grande partie. Mais le lac Édouard est partagé entre nous et l'Ouganda. Et le conséquence de l'Ouganda, le conséquence de cette exploitation irréfléchie, si elle est irréfléchie, serait le même. Et que si non exploité, je ne vois pas comment, parce que l'eau coule. Non, moi je ne voudrais pas qu'on exploite de manière irréfléchie, parce que l'Ouganda exploite de manière irréfléchie. Non, je viens de parler, j'ai emprunté les mots de Bazaïba qui dit que la protection de l'environnement, c'est comme les droits humains. On devrait faire les choses de manière à respecter l'environnement. Même si ils exploitent et que nous, on n'exploitait pas, on voudrait qu'ils l'exploitent dans le respect des normes. Et si nous exploitons aussi, nous devons le faire dans le respect des normes environnementales pour ne pas porter atteinte. D'ailleurs, pardon si je dois ajouter un petit mot, nous parlons de l'argent. Vous n'habitez pas ces côtés-là. Les populations locales qui sont là, ils meurent de faim. Et des gens comme ça, déjà, ajouter la pollution sur leurs eaux là, sur ce pêcheur-là. Moi, je suis de la province de... pas de province ici. La rivière Chikapa venait d'être polluée. Les poissons sont morts à cause de l'exploitation minière d'une entreprise angolaise. Ce sont les populations, le pauvre. Ce ne sont pas des politiciens ici. Ce sont les populations qui ont été arrêtées. Vous avez pris mon temps. Je dis ceci. Je me répète. Je dis ceci. Les conséquences de l'exploitation pétrolière en Ouganda auraient les mêmes répercussions sur les eaux du Nil que nous. Ça ne peut pas se discuter parce que nous sommes tous sur les lacs.
Vous comprenez? Les blocs 5 est sur les lacs Édouard, de même que le bloc Gandhi, si je ne me trompe pas, en Ouganda. Donc, si là, il y a marée noire, les conséquences, je dis s'il y a marée noire, donc je ne dis pas qu'il y aura marée noire. Non, je ne confirme pas. S'il y a marée noire, les conséquences seraient les mêmes. Donc, partant, parce que je ne vois pas un pays aujourd'hui décider de produire du pétrole avec des méthodes polluantes. Non. La démarche pour tout le monde, pour tout intellectuel sérieux, serait d'atténuer la pollution. C'est aussi cette démarche-là, elle n'est pas que chez nous. Elle est aussi constatée auprès de nos voisins. Vous comprenez? Maintenant, voilà pourquoi moi j'ai dit que dans certaines zones, comme en Ouganda, ça a déjà avancé, on ne peut plus faire marche arrière. Parce que si on fait marche arrière, nous sommes sur la même nappe. Comment contrôler le pétrole qui est dans les eaux? Est-ce que vous comprenez? Comment contrôler dans les eaux? On peut faire, à partir d'un forage dévié, prendre notre pétrole. On ne peut pas discuter sur ça. Ça, je trouve que du point de vue scientifique, ce sont des évidences. Non, je suis d'accord avec vous. Alors, voilà. Maintenant, en venant au mot de la fin, ici, je demande au gouvernement au gouvernement que l'exploitation pétrolière, au-delà de ce que la politique au niveau central peut envisager, que l'on mette, c'est une loi de retenir la source de 40% pour les provinces qui exploitent le pétrole. Parce que la retenir la source des 40%, c'est un élément important des changements et des bouleversements des vies des populations qui vivent généralement dans les lieux où on doit produire le pétrole, qui sont des lieux très reculés. Donc, j'appelle le gouvernement, je ne sais pas si cette loi existe, je crois qu'elle existe, qu'il aille à retenir la source des 40% pour les entités territoriales décentralisées. Très bien. Alors, nous restons toujours dans la rubrique Info-Société. Nous allons parler cette fois-ci de l'éducation congolaise. Mais on se pose la question, pour quel développement? Alors, nous allons observer une pause et nous allons revenir après. Simiti Vivante est désormais disponible pour faire la promotion de vos différents articles. Habits, véhicules, immobilier, vente et ou location, même les secondes mains nous intéressent. Simiti Vivante, nous écoulons vos marchandises lorsqu'elles se présentent à nous. Pour tout service, contactez-nous au 082 29 62 845 ou au 084 46 96 304. Simiti Vivante, le plaisir de vendre et d'acheter en toute simplicité. Simi Télévision, la première chaîne d'information qui défie toute télévision avec son système de technologies du direct, jamais existé en RDC. Pour la couverture de tous vos événements, où qu'ils se tiennent, campagnes, meetings, conférences, dîners scientifiques. Vivez le direct, réalisez le direct à travers le monde. Simi Télévision, toujours à vos côtés. Toujours à vos côtés. Alors, nous allons cette fois-ci parler de l'éducation congolaise. Pour quel développement? Alors, cette fois-ci, je ne veux pas vous prendre en tant qu'environnementaliste et pétrolier, mais cette fois-ci, en tant que vous êtes étudiant à l'UNIKI, ministre de l'Environnement. Mais monsieur John Lidrick, vous êtes scientifique, oui, vous êtes assistant à l'Institut de pétrole et de gaz et aussi à l'Université catholique orthodoxe du Congo. Avec vous, on va parler maintenant cette fois-ci de l'éducation congolaise. Éducation congolaise en général. Alors, monsieur Bertin, que pensez-vous de l'éducation congolaise actuellement en RDC? Bon, ce que je suis d'abord, c'est par rapport à l'éducation. Le peu de connaissances que j'ai sur l'éducation congolaise qui me l'a donné, c'est un sentiment de joie. Mais je crois qu'il existe beaucoup de choses à améliorer, à adapter. Vous avez certainement déjà entendu parler du savant Eddie Malou. Je le respecte beaucoup. Il a parlé de la congolexicomatisation. C'est un concept que les gens ont utilisé, mais moi, je parlais de la congolexicomatisation de la science. C'était pour moi une approche d'adapter la science aux réalités du Congolais. J'ai comme l'impression, ça c'est ma lecture de notre éducation, l'éducation congolaise forme le Congolais aux besoins qui ne sont pas directement liés au Congolais. Donc c'est comme si nous étions formés pour résoudre d'autres problèmes que le nôtre le plus récurrent. Et pour moi, quand je parlais de la congolexicomatisation de la science, je me suis dit, est-ce que nous ne pouvons pas adapter notre éducation? Bien sûr, le monde évolue. Il y a l'informatique et autres. Mais s'il faut suivre l'évolution du monde, nous serons en retard parce que c'est là qui ont évolué jusque-là. Avant d'y arriver, ils ont fourni beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et nous ne pouvons pas prétendre les égaler alors que nous sommes encore au début de tout. Nous pouvons scinder notre classe éducationnelle, si ça existe, les mots,
où une catégorie de personnes sont dans la course. Donc là, on met les élites, les génies sont dans la course de comment ils peuvent s'adapter à comment le monde évolue sur le plan éducatif. Mais une autre catégorie est formée spécialement à la résolution de problèmes liés à la société de manière directe. Alors, Monsieur John Dudrick, quelle est la place de l'éducation dans la société actuelle? Bon, puisqu'on parle d'éducation, Oui. je constate qu'en face de moi, il y a un étudiant sérieux. Un étudiant sérieux. Donc, Merci beaucoup, merci. je dois le dire. En face de moi, il y a un étudiant très sérieux. Bon, pour nous avons proposé, pour être un peu très direct, nous avons proposé, comme il est dit, je parle d'un étudiant sérieux. Voilà. Nous avons proposé adapter l'éducation par rapport aux vrais problèmes, parce qu'il lit dans mes pensées, adapter l'éducation congolaise par rapport aux vrais problèmes de la société. Nous avons compris que la République démocratique du Congo est un pays où le chômage bat son plein. Et pour l'éducation l'éducation doit répondre à certains problèmes de société. Entre quoi? Le chômage. Il faudrait faciliter l'entrepreneuriat. L'éducation congolaise doit faciliter l'entrepreneuriat. L'éducation congolaise doit créer des citoyens intellectuels qui se différencient d'un intellectuel. Vous voyez? Les citoyens intellectuels. Pour faciliter l'entrepreneuriat, parce qu'il faudrait pallier au problème. Le dernier rapport, le président de la République, lors du lancement du programme de lutte contre la famine, moi j'étais là au lac Mavallé, il a parlé de plus de 70%, il dit 70% de la population, de 70% de la population et des jeunes, cette population vit dans une pauvreté indescriptible. Les images, quand vous voyez les images du Congo profond, vous pouvez pleurer. Mais comment pallier à ces problèmes? Il faudrait stimuler l'entrepreneuriat. Et pour y arriver, le système éducatif doit répondre à ces grands problèmes en mettant le cours de comptabilité. Il est inconcevable qu'on ne sache pas compter. Inconcevable. Le cours de comptabilité doit être instauré dans toutes les filières. Le cours d'entrepreneuriat, pourquoi la comptabilité? À la fin, Nous, à l'IFASIC, c'était d'ailleurs le cours de comptabilité avec c'était John Mounier. Pendant le cours de comptabilité, il n'y avait pas d'étudiants. C'est tout le monde qui sort. Il n'y avait pas d'étudiants dans l'auditoire. aujourd'hui, avec cette entreprise, la comptabilité s'impose. Vous pouvez avoir fait l'IFASIC, la comptabilité s'impose. Quand l'élève finit, l'élève de coupe et couture, il crée un atelier. Et la comptabilité s'oppose. Elle s'impose, pardon. La comptabilité s'impose. Vous comprenez? Oui. Parce qu'elle doit savoir compter, elle doit savoir faire l'inventaire, elle doit savoir faire les bilans. À la fin, parce que quand on finit les études, généralement on est proche, on avoisine l'âge de la majorité. On peut se réunir et créer une coopérative, lucrative bien sûr. Oui. La comptabilité s'impose. Quelque chose qui est rare dans la société actuelle. Parce qu'on n'a pas de cours de comptabilité. Moi j'ai fait le maths physique. J'ai pas eu le cours de comptabilité. C'est une erreur. J'ai pas eu le cours d'entrepreneuriat. Mais on pouvait, aujourd'hui, il faut pallier au chômage parce qu'il y a un fonds de FOGEC, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais. Pour avoir les fonds, il faut présenter le business plan. Or, un élève ne connaît pas qu'est-ce qu'est le business plan. Un élève ne connaît pas qu'il y a possibilité de créer une société de personnes. Ça, c'est le droit au WADA. Donc, on doit enseigner le droit des affaires. Il doit y avoir des cours de droit des affaires, le droit de comptabilité. Il y a un pays en Europe où on enseigne le geste, l'étude gestuelle. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un problème dans la société. L'éducation doit répondre à un problème. Nous avons un grand problème. Le problème, c'est le chômage. Keynes dit, toute économie libérale. C'est vrai que notre économie est atypique. Elle n'est pas libérale. Il n'est pas écrit que l'économie congolaise est libérale. Mais notre économie qui est atypique doit se battre pour répondre aux vrais problèmes. Entre autres, dans les carrés de Cal d'Or, on parle de 4 objectifs. Entre autres, le plein emploi. Et puis, monsieur journaliste, on doit travailler sur le cours de civisme, qui doit avoir une grande pondération, afin d'arriver à la formation du citoyen intellectuel. Comment voulez-vous qu'un intellectuel, d'ailleurs, il y a des exemples, il faudrait voir ce qui se passe au sein de la classe politique, il faudrait voir la gestion des établissements, même universitaires, des professeurs, quand ils même gèrent, parce qu'ils ne sont pas des citoyens intellectuels, mais ils sont des intellectuels. Okay. Il faudrait, le problème de la nationalité, on doit répondre aux vrais problèmes, le problème de la nationalité. Ça se pose aujourd'hui. La nationalité congolaise des limites. On doit apprendre la territoriale. Le cours de civisme doit être le plus grand cours avec le plus de pondération. La territoriale. Les 145 territoires. On doit apprendre l'étude ethnique. Mais ça, les c'est pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école. Alors, ceux qui n'ont pas eu cette chance-là d'aller à l'école. Aujourd'hui, il y a la gratuité. C'est à l'université. Non, moi, je parle du niveau secondaire. Ok. Primaire et secondaire. Je ne suis pas encore à l'université. Aujourd'hui, monsieur le journaliste,
la gratuité, c'est quelque chose à saluer. Nous saluons cette gratuité. On ne peut pas revenir. Grâce à elle, les enseignants aujourd'hui 410 000 francs. C'est bien, mais on doit faire mieux. Vous comprenez? L'étude des ethnies, l'étude des territoires. Les Banyamulenge qu'on sort, ils sont de quel territoire? On doit tout savoir. Quand on connaît ces éléments, on est citoyen congolais. Le code de la route. Parce qu'aujourd'hui, on attend que parmi les indicateurs d'investissement d'automobile, quand une entreprise va investir ici, une entreprise automobile, va au ministère du Transport et prendre les indices sur l'achat de permis de conduire. Pour savoir, il y a combien de Congolais qui savent conduire. Mais aujourd'hui, nous savons comment la magouille bat son plein. La magouille bat son plein. Juste avec $30, on peut remettre ça maintenant, à une personne. il faut former le permis. Il faut former les élèves. Former déjà dès le bas âge. Vous comprenez? Et ajouter en quoi? Ajouter dans le cours des civisme l'introduction générale au droit commun. Alors, on va revenir, on prend M. Bertin. Comment vous trouvez la qualité de l'éducation actuellement? Elle est assez bonne. Assez bonne. C'est ça ma cotation. C'est parce que les Congolais n'apprennent pas ce qu'ils devraient apprendre. Au Congo, étudier à l'université, c'est une carrière. Alors que la carrière, c'est ce que devait devenir l'universitaire. Je l'ai dit, je crois qu'on va me prendre au mot en tant qu'étudiant. C'est quand même honteux de voir des universitaires qui sont de demandeurs d'emploi. C'est nous qui devons créer de l'emploi. Après être passé à l'université, on devait être capable de créer l'emploi. Vous savez pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi? Parce que nous sommes oisifs dans l'éducation. Nous apprenons tout et nous apprenons rien en même temps. Vous pensez que la personne qui apprend tout... J'étais choqué une fois. Un professeur qui est chinois à l'UNIKIN, qui a fini sa thèse en Chine, qui est venu, il apprenait combien de cours? Un seul cours pour sa thèse. Il me dit, quelqu'un de comme ça, comment il ne serait pas performant? Il n'apprend que la biochimie. Donc sa thèse, lui, il n'apprend que la biochimie. Comment il ne serait pas performant? Mais nous, on apprend tout en même temps, on ne maîtrise rien du tout. C'est comme ça quand on émet certaines hypothèses, on le prend pour de fou. C'était à l'université que j'ai dit, moi je suis environnementaliste. Aujourd'hui on parle de reboisement, il en a parlé. Nous sommes un pays où la population est pauvre, n'a pas de la nourriture. Vous pensez que moi je veux prendre des hectares et des hectares, planter les arbres qui ne vont pas donner de fruits comestibles? Je ne cite pas les acacias et les autres. Je me suis dit, pourquoi je ne veux pas adapter le reboisement que j'ai aux réalités du Congolais? Donc, au lieu de planter les arbres qui ne vont pas donner de fruits comestibles, je plante les arbres qui ont des fruits qui vont créer de l'emploi, mais qui vont lutter contre le changement climatique. J'étais traité pour un petit fou. Et donc, j'ai compris que nous ne sommes pas adaptés. Alors que la population elle-même, elle comprend ça. Rien n'est tard. Je suis optimiste. Je crois que tout ceci devrait avoir son point de départ à la base. Déjà, dès l'école primaire. Qu'on sache déjà dire que... C'est surtout ça la base, la fondation. Oui, tout le monde n'est pas appelé à faire l'université. C'est ça. Il y a des bons basketteurs dans notre pays, il y a des bons entrepreneurs, il y a de bons coopérants, il y a des bons agriculteurs qui sont des hommes de droit. C'est parce que le papa a vu que celui-là a réussi parce qu'il a fait les droits, que son fils devrait non nécessairement faire le droit. C'est là où il y a la nécessité aussi des orientations à l'université. Tu arrives à l'inscription, il y a quand même un test psychologique pour que l'on voit comment on peut te diriger. Mais sinon, les gens viennent parce qu'on a entendu que Bertin s'exprime un peu bien, il peut faire le droit. Et quand on fait le droit et puis il n'y a rien, on devient politicien. On pense que quand on parle trop, on est bien dans la politique. Oui, ça. Alors que la politique même, c'est la technocratie. Il faut mettre chacun à sa place. Moi qui parle de l'environnement, je ne peux pas quand même me duper. Il y a la politique environnementale que je peux asseoir. Je ne peux pas prétendre être quelque part, non. Devenir ministre de Finances. De Finances ou de Sport. De justice, la justice. Je crois que on devrait enseigner aux Congolais ce qu'ils devraient apprendre. Ce qu'ils devraient apprendre, c'est ce que l'assistant a dit. C'est le besoin du Congolais. Oui. Comment lutter contre la faim? Alors, il faut former les agriculteurs. Les instituts techniques devraient se multiplier. Au détriment, la pédagogie, c'est mieux. On a aujourd'hui, tout le monde, quand ils entrent, on fait la commerciale, bien sûr, il y a la comptabilité. Là, parler de l'inclusion de la comptabilité, c'est comme je demanderais aussi l'inclusion de cours de l'environnement dans toutes les... Pourquoi? Parce que l'environnement, c'est notre milieu. Mais il existe des options à privilégier dans notre pays. On forme des gens qui n'en ont pas l'air important dans la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques congolais ne sont pas respectés. Parce qu'il est scientifique, il est ingénieur. Pourquoi? C'est ça. Il fait quoi?
Il est là, il a beaucoup de connaissances, intelligent. Il est au coin, il vend du crédit, ça suffit. Alors, est-ce que c'est ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de gens qui, quand ils terminent, ils commencent un petit champ à côté. C'est ça que moi je fais. Je suis entrepreneur, hein, je suis étudiant, je fais les champs, je fais les étangs. Je suis entrepreneur en agriculture durable. Je fais les champs, je fais l'étang parce que je sais que je peux nourrir un Congolais au moins. Très bien. Donc je crois que c'est ça ce que nous devons faire et c'est sur ça que normalement devrait être centrée notre éducation. Et à l'université de Kinshasa, on l'appelle actuellement Inikin Solution. Parce que le comité de gestion a mis les étudiants au centre. Tu as une initiative, viens avec. Les secrétariats en charge de la recherche t'encadrent avec le recteur. Ils t'encadrent jusqu'à ce que tu concrétises ta vision. J'ai eu des projets que j'ai exécutés à l'université. C'est parce qu'il y a cette politique qui commence. J'ai compris que ces soucis-là de vouloir faire de l'universitaire, c'est lui qui doit créer de l'emploi. Au lieu qui demande l'emploi, commence à naître dans le chef de plusieurs. Je crois que le combat n'est pas encore perdu. Oui. Il y a le temps, je crois qu'on va se rattraper. Alors, M. John Didrik, la qualité de l'enseignement, M. Bertin a dit elle est assez bien. Mais comment on peut avoir une bonne qualité d'enseignement, parce que l'éducation plutôt, parce que imaginez un étudiant, je donne un exemple, qui commence le cours au mois d'octobre, au mois de décembre il y a contrôle de frais, il reste à la maison. Il reste à la maison pour payer par exemple au mois de février, pour venir juste faire la mi-session. Il reste encore à la maison parce qu'il n'a pas encore payé des frais, jusqu'au mois de juillet. Et lorsqu'il paye à la fin, et ceux qui ont payé avant, et lui qui a payé à la fin, ils sont maintenant au même point d'égalité. Mais du côté éducation, du côté formation, il y a de vide. Comment on peut avoir une belle qualité d'enseignement? C'est sur ce point que je ne partagerai pas l'avis avec le citoyen intellectuel en face de moi. Je dis, lui, il est citoyen intellectuel. Il est citoyen. On sent qu'il est un citoyen intellectuel. Un étudiant sérieux. Un étudiant sérieux. Merci beaucoup, assistant. Merci. Au fait, ce que l'on constate, c'est quoi? C'est que d'abord, le niveau de l'enseignement n'est pas aussi appréciable. Pourquoi? L'UNESCO prévoit un professeur pour 200 étudiants. Mais il faudrait que l'on jette un regard, même dans sa faculté d'environnement, pour voir comment les étudiants sont entassés. Et dans des conditions comme ça, on ne peut pas avoir des bons intellectuels, des bons étudiants. C'est vrai qu'il y a ceux qui se distinguent, notamment lui. Et ceux qui se distinguent dans la masse, vous comprenez? Et nous présentons ici, parce que c'est un des éléments qui sera peut-être dans la législature à venir, écoulé comme un projet de loi. Nous présentons ici comment? Un mécanisme de renforcer l'intellectuel congolais. Comment y arriver? Il faudrait ici stimuler le jeune à devenir professeur pour combler les vides et aussi suivre le norme de la mondialisation. La mondialisation au niveau universitaire, c'est aussi apprendre l'anglais. La réunion de la SADC en est un exemple. Vous avez vu que plusieurs pays parlaient anglais. On a constaté, même dans la recherche scientifique, vous constaterez avec moi que le pays où la recherche est faite en français sont, je crois, à compter de doigts. À compter de doigts. Parce qu'aujourd'hui, la science a migré. Je parle de mon domaine, le pétrole. Vous verrez combien d'ouvrages en français. D'ailleurs, tous ceux qu'on utilise sur le pétrole, les dérives et consorts, c'est en anglais. Vous comprenez? Oui. Donc, il faudrait mettre l'étudiant par rapport aux exigences. Les normes font défaut. Les auditoires sont pleins. Le professeur sont parfois souffrant, quelque part, il faut le reconnaître, souffrant et même de la matière. Les professeurs universitaires, au niveau universitaire, il faut le dire. Vous avez des professeurs qui ne publient jamais, qui sont chanteurs des partis politiques. Donc, il doit avoir même des lois. Il doit avoir même des lois pour rayer certains professeurs. Aujourd'hui, avec la multiplicité des universités, ça pose aussi problème. Des universités qui ne répondent pas aux normes, ça pose problème. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, pour redresser l'enseignement au niveau secondaire comme au niveau universitaire. Il y a plusieurs théories. Il n'y a que de théories. Pour redresser... Moins de pratique. Moins de pratique. Il y a des étudiants qui apprennent la chimie, la pétrochimie, avec un laboratoire où il n'y a même pas des éléments pour faire des essais. Comment vous voulez? D'ailleurs, les différents on prend une boîte à pétrole, on dit, supposez que c'est déjà stérilisé. Voilà. Supposé. Le rapport sur les universités. La RDC n'est pas classée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les normes.
On doit revenir dans les normes. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République, nous en appelons au niveau secondaire et universitaire au ministre Tony Mwamba, qui a fait des efforts, à continuer à faire des efforts. Quand l'enseignant aujourd'hui sait qu'il est gratifié, si vous me passez les termes, il est gratifié de 2 500 $, comme pension. 2 500 $. Pour un enseignant qui a fait au moins 50 ans de carrière, 2 500 comme pension. Est-ce que l'enseignant est motivé? Non. Il sait qu'il n'aura pas de quoi vivre après sa carrière. Déjà, il est payé 410 000 francs. C'est pourquoi certains facilitent la corruption. Oui, pardon, excusez. Il est payé 410 000 francs. Ben, c'est bien, c'est à saluer parce qu'hier, il avait 110 000 francs. Aujourd'hui, il a 410 000 francs. Nous saluons. Mais la pension de l'enseignant, c'est combien? 2 500 $. Là, nous appelons aussi au ministre, l'humanisme doit primer. L'humanisme doit primer. Et puis, la gratuité de l'enseignement. Vous avez un nombre pléthorique des élèves. Parce que le problème, c'est là. Le système LMD met l'étudiant au centre. Tout doit sortir de l'étudiant. Mais comment sortir un étudiant qui a été déformé à la base? Les nombres pléthoriques. C'est ainsi que nous demandons au président de la République d'aider les étudiants en mettant en place que le gouvernement s'associe avec le Parlement, qu'il y ait un projet de loi, que le gouvernement propose un projet de loi sur la taxe des valeurs. La taxe des valeurs sera une taxe sûre. Elle va pas s'apparenter à ce qui est trouvé au FPI, au Fonds de promotion de l'industrie, qui est la taxe pour la promotion de l'industrie. C'est 2%, que cette taxe, si je veux finir par là, qu'il y ait création de cette taxe pour accorder la bourse aux étudiants. Cette taxe peut porter sur des produits alcooliques et des produits dont la consommation est préjudiciable, tels que le tabac, pour accorder la bourse aux étudiants. Mais cette bourse ne sera pas à l'entrée. Nous condamnons la gratuité universitaire prônée par les chefs de l'État. Nous disons, chef de l'État, Monsieur le Président, n'encouragez pas les gens à venir à l'université. Découragez, mais facilitez la sortie. Alors, en tout cas, on est pris par le temps. C'est un très bon sujet qu'on aura peut-être la semaine prochaine le temps de bien en parler. Un mot de la fin. Le mot de la fin, d'abord, c'était un remerciement. Merci pour m'avoir appelé sur ce plateau. C'était un honneur. Par rapport au sujet de l'éducation, je partage ma vision. Je crois en l'éducation nationale de s'améliorer. Cette vision qui stipule qu'on devrait avoir des classes. Des étudiants ou des apprenants, une classe pour entrer dans la course de comment la science évolue à travers le monde, pour que notre pays soit aussi à la hauteur du niveau mondial. Ça, c'est la classe vraiment des élites, des gens très qualifiés. Et une autre classe, pas des moins qualifiés bien sûr, mais une autre classe de gens qui devraient d'abord être concentrés sur les problèmes nationaux. Je crois que c'est comme ça qu'on va réussir l'éducation nationale. L'assistant John Dietrich. Un mot de la fin. J'en appelle ici à l'implication de la classe dirigeante afin de s'impliquer corps et âme pour redorer encore l'image ternie, tant au niveau secondaire ainsi qu'au niveau universitaire, tout en saluant jusqu'à présent les différents efforts accomplis par le gouvernement en place et aussi par les différentes institutions. Nous restons positifs et nous demandons au président de la République de prendre en considération tous ces éléments et toutes ces recommandations en vue que la République démocratique du Congo, durant son règne, brille de tout le feu. Merci beaucoup, M. John Dietrich. Merci, M. Bertin Bouya. Ensemble avec vous, nous avons parlé dans Info Société de l'affaire de vente de 25 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Nous avons également parlé de l'éducation congolaise en se posant la question pour quel développement. Merci à vous et 6 minutes continue avec une autre rubrique. À tout à l'heure.